Bonsoir tout le monde, bonsoir chez vous, ravi de vous retrouver. Aujourd'hui, ce soir, on va parler encore littérature avec vous et avec ma charmante Kelly. Bonsoir Kelly. Bonsoir Koulsoum et bonsoir tout le monde. Et oui, toujours ravie et je dirais même impatiente de vous retrouver pour parler littérature. Et ce soir, donc, nous avons le plaisir d'accueillir Madame Nathalie Técher. Bonsoir Nathalie. Bonsoir. Bonsoir Nathalie. Alors Nathalie Técher se définit comme la jongleuse d'histoire. Donc elle est rédactrice, biographe, écrivain public, elle va nous expliquer tout à l'heure, a été journaliste pendant à peu près 23 ans au Journal de Lille, et puis elle a pris un autre virage qu'elle nous expliquera aussi. Donc, vous, la première question, c'est cet amour pour l'écriture, ça commence quand ? Très tôt, dans l'enfance déjà, j'accompagnais ma mère à la bibliothèque pour lire tous les livres qui passaient sous la main. Ensuite, quand je suis arrivée au collège, mon goût pour la lecture m'a poussée à vouloir écrire à mon tour. Donc, j'ai commencé à écrire moi-même sans savoir ce que c'était vraiment qu'être écrivain. C'était un métier que je ne connaissais pas. Et quand on me demandait quel métier je voulais faire plus tard, je répondais, je disais pas écrivain, je ne sais plus ce que je sortais comme mot, mais quelqu'un qui écrit, voilà. Donc j'ai gardé cette idée pendant très longtemps. Et puis ma mère, elle m'a offert une machine à écrire. Avec cette machine à écrire, j'écrivais toutes sortes d'histoires. J'avais une imagination très fertile. J'aimais aussi écrire sur les fantômes, les histoires d'horreur. Voilà, c'était le genre à l'époque. Et puis, arrivé en fin de collège, un professeur m'a expliqué qu'écrivain, c'est comme artiste, ce n'était pas un métier. Donc, il fallait que je trouve autre chose. Sauf que moi, autre chose, je ne savais pas quoi faire. Donc, pour moi, ma seule compétence, c'était écrire. C'est tout ce que j'aimais faire, c'est tout ce que je savais faire. Donc, je ne me voyais pas m'orienter vers un autre métier. Du coup, quand l'occasion s'est présentée, je suis devenue journaliste. D'accord. Voilà. J'ai démarré assez tôt et à 18-19 ans, j'ai commencé Ah oui, c'est tôt, effectivement. C'est tôt, effectivement. Et justement, qu'est-ce qui vous fascinait dans ce métier de journaliste ? Parce que quelque part, on comprend que l'écriture était déjà là. Et puis, quand on est journaliste, forcément, il y a une trace écrite, on va à la rencontre des gens. Peut-être c'est les gens qui nourrissaient votre écriture, ou ça se passait comment ? C'était l'écriture qui se nourrissait de vos aventures avec les gens, enfin, avec vos différentes rencontres. Comment est-ce qu'on moi, ce que j'aimais le plus, alors déjà, il y a la rencontre avec les gens, voilà, découvrir des histoires, découvrir des personnes. Il y a ça qui était intéressant. Mais ce que j'aimais le plus dans ce métier, c'était quand même raconter les histoires, le parcours, le vécu de toutes ces personnes toutes celles que je rencontrais en tout cas, qui avaient des choses à raconter. Et c'était vraiment passionnant. Ça pouvait être des histoires tristes, malheureuses. C'est vrai, des femmes qui me racontent leur combat contre la maladie, des femmes battues. Voilà, donc ça ce n'est pas très joyeux. Mais après, on avait aussi, j'ai eu l'occasion de rencontrer des personnes au parcours assez extraordinaire. Je pense notamment à une dame retraitée réunionnaise. Une fois à la retraite, elle a fait le tour du monde à pied avec son petit sac à dos. Donc, elle a fait le mont Everest. Elle n'est pas allée jusqu'au sommet, mais elle a fait une bonne montée. Elle est allée en Asie, sur le continent américain. Elle est allée partout. Donc, voilà. Ah oui, j'ai aussi le souvenir de 2 jeunes filles étudiantes. Pareil, à la fin de leurs études à la fac, elles ont pris leur petit sac à dos et elles ont fait le tour du monde en un an, en se greffant sur des activités sportives, comme le Grand Raid ici, donc il y en avait aussi ailleurs. Donc elles se greffaient à ce type d'activité-là et elles proposaient leur service, et c'est comme ça qu'elles pouvaient faire le tour du monde en une année. Donc voilà, il y avait beaucoup de récits, toutes sortes de récits. Alors, le dernier qui me revient en tête, c'est 4 sœurs orphelines qui avaient été séparées à la naissance et qui s'étaient retrouvées 50 ans plus tard ici à La Réunion. Et c'est bouleversant, c'est clair, c'est magnifique. Clair. Donc j'adorais écrire sur ce genre d'histoire. Voilà. D'accord. Et alors vous, comment vous définissez un écrivain public ?
Alors, un écrivain public, de base, alors, la différence entre écrivain et écrivain public, l'écrivain écrit pour lui. Il écrit des romans, il écrit ce qu'il veut et il vend ses livres. L'écrivain public écrit pour les autres. En poussant un peu, en voyant large, l'écrivain public écrit sur tout, c'est-à-dire même pour tout ce qui touche à l'administratif, il est là aussi pour aider les personnes qui ne peuvent pas écrire. Moi, je me spécialise quand même dans la rédaction de livres, c'est-à-dire que je ne vais pas aider les personnes qui ont besoin d'écrire un courrier administratif, qui ont besoin d'écrire aux impôts, etc. Donc, ce n'est pas mon job. Voilà. Moi, je reste dans l'écriture de livres. Ok. D'accord. Mais quand même, il y a un pan entre l'écriture journalistique et l'écriture telle qu'on l'a définie dans les livres. Alors, parce que, dis-moi si je me trompe. Par exemple, quand on est journaliste, on s'arrête à des faits. Enfin, on ne peut pas trop mettre d'émotions. Il y a quand même du recul par rapport. Ça dépend. Ça dépend sur quoi on écrit. De ce qu'on écrit. Voilà. D'accord. Parfois, il faut rester très factuel. Voilà, quand il y a une conférence de presse, on reste très factuel. On énonce les faits et on s'en tient à ça. Maintenant, moi, dans le service auquel j'étais, au service société, donc j'écrivais quand je devais écrire sur une histoire de vie. Oui. À ce moment-là, on peut mettre de l'émotion. Ouais, sur les 4 sœurs qui se sont retrouvées au bout de 50 ans, on peut mettre de l'émotion. Et ça, j'aimais bien. D'accord. Moi, je pensais au contraire que quand on était journaliste... Mais ce n'est pas le même travail, cela dit. C'est-à-dire que journaliste, on est contraint quand même de donner la parole à tous les partis. C'est-à-dire, si l'un dit blanc et que l'autre dit noir, on est obligé de prendre en compte les deux versions. Donc, on les présente tous les deux. D'accord. Maintenant, l'écrivain public, à la limite, comment expliquer ça ? Il va retranscrire tout ce que raconte la personne qui vient le voir. Il n'ira pas chercher, par exemple, si la personne met en cause une autre personne, l'écrivain public n'ira pas voir l'autre personne pour dire « Est-ce que c'est vrai, monsieur, je suis en train d'écrire un livre ?» En fait, moi, je représente l'auteur. Voilà. Donc, j'écris ce que... Je ne suis pas l'auteur. Voilà, je suis la main de l'auteur. Exactement. Oui, je suis sa plume. Voilà, donc, si l'auteur me dit d'écrire ça, j'écris ça. Je ne suis pas l'auteur. Contrairement au journaliste qui, lui, est auteur de ses textes, je ne suis pas l'auteur, je suis rédactrice. Je suis écrivain public. Et comment on devient écrivain public ? Est-ce qu'il y a une école particulière, comme l'école de journalisme, ou bien... Alors, il y a des formations qui sont proposées. Des formations, ces formations, elles sont souvent en ligne. Je ne sais pas s'il en existe à La Réunion. Je vous avoue que je ne me suis pas posé la question ni intéressée au sujet. Mais je sais qu'il y a des formations qui sont proposées, oui. D'accord. Voilà. Et donc, alors si je comprends bien, vous faites un peu, tu fais, ce qu'on appelait en fait dans un temps, tu es un petit nègre finalement. Tout à fait. Voilà, c'est ça. Bon, j'aime pas trop le terme, mais je n'aime pas le terme. C'est pour ça aussi que je me présente pas comme tel. Écrivain public. Mais c'est vrai que c'était ça, cette fonction-là, le petit nègre de quelqu'un. Et donc, moi, ma question, ce serait justement, donc tu vas pas chercher à savoir si c'est vrai ou pas. Tu te fais le porte-parole donc de la personne qui te délivre son histoire, son témoignage. Et est-ce que c'est pas difficile de trouver les mots qui correspondent exactement à ce que la personne donc va te délivrer, parce que comment se passe ce travail-là au niveau de, tu vois, des sentiments qu'elle te donne, comment est-ce que ça se passe, est-ce que justement tu vas travailler avec elle sur ça pour être au plus près de ce qu'elle veut, de ce qu'elle veut faire, donc ressentir à ses futurs lecteurs, ou est-ce qu'il y a un feeling qui se passe, comment ça se passe à ce niveau-là? Alors, parce que c'est pas, quand la personne me rencontre, elle me raconte son histoire. Là, je suis dans la prise d'information. Pardon. Je ne me concentre que sur les informations qu'elle me donne. C'est-à-dire que là, personnellement, je ne suis pas dans l'émotion. Voilà, donc tu es factuel. Oui. D'accord. Enfin, factuel. C'est-à-dire que je prends des notes et je ne fais rien d'autre que prendre des notes. D'accord. En fait, je prends des notes et j'enregistre la totalité de la conversation également, parce que c'est un peu compliqué de tout retenir. Oui, c'est seulement une fois chez moi
quand je commence, moi, à rédiger son histoire, que je me mets dans la peau de la personne. Voilà. D'accord. Je deviens cette personne. D'accord. Quand je l'écoute, quand je la réécoute et que je me mets à écrire, je suis un peu comme un acteur qui se glisse dans la peau d'un personnage. C'est comme ça que je le ressens en tout cas. Donc je me glisse dans la peau de cette personne et j'écris comme si ça m'était arrivé. Évidemment, Bien je ne sûr. peux pas prétendre avoir vécu voilà, les mêmes traumatismes, les événements, etc. Mais j'essaie en tout cas de me mettre à sa place et de me dire, en l'écoutant également, comment est-ce qu'elle a vécu ce passage, comment la personne a réagi, etc. Et de toute façon, une fois que le texte est terminé, j'envoie le texte à la personne pour qu'elle relise. Et s'il y a des modifications à effectuer, à ce moment-là, elle me dit, voilà, il faut corriger ça, ça, je ne l'ai pas vécu comme ça, mais plutôt comme ça. Et là, on réajuste tout. Le texte. Mais alors, c'est pour vous dire à quel point je m'approprie la vie de cette personne. Par exemple, quand j'ai écrit pour les deux dames là, qui à tour de rôle ont perdu leurs enfants, au moment d'écrire, il m'arrivait, sans le faire exprès, de mettre le prénom de ma fille au lieu de mettre le prénom de... parce que je m'identifiais tellement à la personne et à ce qu'elle avait vécu que je commençais à écrire et à un moment, je vois, mais non, c'est pas ça. Alors, je vire et je rectifie. Mais oui, voilà, c'est pour vous dire à quel point on est imprégné de l'histoire, à quel point on rentre dans l'histoire. Et il m'est arrivé aussi de pleurer en écrivant, alors que je ne pleure pas quand je suis là avec mon stylo à prendre des notes, à les écouter, à récolter les informations. Là, vraiment, on peut même dire que je suis peut-être un petit peu froide, mais je ne fais que récolter l'information. Mais une fois chez moi, je suis dedans et c'est parti. Ouais, c'est un peu vital et chronophage. Enfin, c'est ce va et vient. Enfin, il y a un côté quand même, faut prendre du recul pour pas se perdre quand même dans ce que vous écrivez. Enfin, faut dissocier un petit peu quand justement vous écrivez pour les autres et ne pas se perdre finalement dans toutes ces histoires-là. C'est pour ça que c'est un peu chronophage. Oui, alors là, je donne l'exemple de la dernière personne pour la personne pour qui je suis en train d'écrire. Donc, c'est une dame qui a eu un parcours très compliqué, qui a été victime de violences et de maltraitance quand elle était enfant. Alors, moi, étant maman, depuis qu'elle m'a raconté ça, quand je vois mes filles le soir, comme je sais que toutes ces violences ont eu un impact très négatif sur sa personnalité, sur son devenir, etc., moi, avec mes filles, depuis quelque temps, je les câline, je passe du temps avec elles et je fais tout l'inverse de ce qu'elle a pu vivre avec ses parents. C'est-à-dire, elle a connu une expérience malheureuse, ça a donné ça. Maintenant, moi, avec mes filles, je leur propose autre chose. Je m'oriente vers quelque chose de plus positif pour qu'elles soient plus épanouies et qu'elles ne deviennent pas comme cette femme qui a connu la dépression et qui a été très malheureuse dans sa vie. Donc, si je comprends bien, vous êtes comme les acteurs, comme les comédiens sur des pièces de théâtre qui rentrent dans un rôle et qui en ressortent. On peut dire ça, sauf que je ne sais pas comment l'expliquer, mais en fait, je m'approprie leur vie le temps de l'écriture. Transcrire leurs émotions. Déjà. Voilà, c'est ça, c'est ça. Pour transcrire leurs émotions, je m'approprie leur vie. Oui, alors, tout à fait. Écrire et lire vont de pair, on dit. Ceux qui écrivent lisent, ceux qui lisent écrivent. Et donc, en ce moment, est-ce que vous lisez ou est-ce que vous avez un auteur que vous aimez lire ? Oui, alors il y a un auteur que j'adore, il s'appelle Donato Carisi. Oui. Le premier livre que j'ai lu de cet homme, ça date d'il y a quelques années maintenant, c'était Le Chuchoteur. Alors, c'est un homme qui écrit beaucoup sur les thrillers, mais avec un fond mystique. Il parle aussi de religion. Oui, parce qu'il c'est mystérieux. Un peu comme Dan Brown, où il y a des indices qui rappellent, où les messages sont toujours faits
parce qu'il y a une cause mystique derrière. Oui, et puis lui, il est beaucoup dans la psychologie des personnages. C'est travaillé, c'est nourri, c'est très riche et il ne se contente pas de raconter une histoire ou ce n'est pas juste un roman policier. C'est-à-dire que vraiment, les personnages sont travaillés et ça donne plus de force à ce qu'il écrit. D'accord. Et donc là, si on veut parler donc des 2 bouquins que vous avez amenés, donc il s'agit de 2 témoignages de vie, essentiellement. Vous pouvez nous en dire un peu. Donc sur le premier, par exemple, je suis guérie, je ne t'emmène pas dans mon église. Donc, alors c'est une dame qui a perdu 2 enfants. Sujet grave quand même, douloureux. Voilà, donc à quelques années d'intervalle. Elle ne pensait plus avoir d'autres enfants et puis il y a eu son petit miracle, un 3e qui est arrivé. Donc c'est une dame qui se tourne beaucoup vers la religion, qui croit en Dieu et qui trouve un sens à tout ce qui lui est arrivé, même si d'un point de vue extérieur on peut trouver sa vie très triste et très malheureuse. Elle trouve du positif dans tout ce qui lui est arrivé. Voilà. D'accord, donc elle a trouvé une forme de résilience à travers la religion. Tout à fait. D'accord, ok. Et donc le 2e bouquin Alors le 2e bouquin, donc, c'est une dame, pareil, qui raconte le combat qu'elle a mené contre la maladie de sa fille, qui avait une maladie orpheline, et qui raconte aussi les difficultés qu'elle a eues pour mener ce combat, parce qu'elle faisait face à beaucoup de préjugés, aux pressions de son entourage, certains considéraient qu'elle passait trop de temps avec sa fille malade et pas assez avec ses autres enfants ou son mari. Et donc voilà, d'où la question qu'elle pose. Et vous, qu'auriez-vous fait si vous-même vous aviez été à ma place et si vous aviez eu un enfant malade? Est-ce que vous ne vous seriez pas dévoué comme moi je l'ai fait pour cet enfant? Et donc les gens, pour vous rencontrer, pour vous connaître, ils passent comment? Comment vous faites pour retrouver ces gens? Comment ils font, eux, pour venir vers vous? Alors déjà, il y a le bouche à oreille. Donc les gens pour qui je travaille distribuent leurs livres et eux-mêmes, enfin il y a d'autres personnes qui sont intéressées, donc m'appellent et me sollicitent. Sinon, j'ai aussi une page Facebook, donc La Jongleuse d'Histoire. De temps en temps, je fais passer des petites annonces, donc les gens me connaissent comme ça et ils m'appellent tout simplement. D'accord. Donc là, on va presque arriver au terme de notre émission. On vous demande toujours de nous emmener un objet qui vous caractérise, qui parle un peu de vous. Alors le stylo. Mon stylo, qui m'a accompagnée pendant toutes mes années. Noir ou bleu. Noir ou bleu, mais là, c'est noir bic. Mais là, en ce moment, il est noir, mais ça aurait pu être bleu. Ouais, ça aurait pu être bleu. C'est le stylo qui m'accompagne depuis toujours, depuis l'enfance jusqu'à aujourd'hui, en passant par mes années au Journal de Lille. Donc, j'ai toujours eu un stylo sur moi. D'accord. Et malgré le fait que maintenant on écrit sur le phone, on écrit sur... Ah non, moi je travaille toujours de manière traditionnelle. Alors j'enregistre toutes les conversations, mais même en enregistrant, j'ai besoin de mon stylo. Du stylo. Toujours. Et du stylo bic. Et donc la dernière question, alors vous êtes une jongleuse d'histoire, est-ce qu'un jour vous allez jongler avec vous-même ? Je ne sais pas. Vous ne savez pas? Peut-être, mais je ne sais pas. D'accord. Non, vraiment, je ne sais pas. Non, il y a peut-être, ça résonne peut-être dans un petit coin de la tête. Peut-être plus tard, maintenant. Je suis tellement prise par les histoires qu'on me rapporte que je n'ai pas le temps de penser à écrire pour moi-même pour l'instant. D'accord. Des histoires qui vous reviennent, quoi. Qui sont propres à vous. Mais bon, comme dit Kelly, peut-être que... peut-être un jour, et peut-être qu'un jour, je pourrai à nouveau être là, vous présenter mais ce sera mon roman, avec ma plaisir. vie. Ce sera avec plaisir. Bien. Très bien. Alors, c'est sur ces mots jonglés que nous allons nous quitter. Merci beaucoup, Madame Técher. Merci à vous. Donc, merci beaucoup, Koulsoum, et merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve pour d'autres aventures littéraires. On nous retrouve. À bientôt.